Alors, on vous avait demandé d'être un peu notre grand témoin, nous donner aussi votre regard. On avait appelé cet après-midi des regards croisés. Donc, maintenant, on a envie de croiser votre regard à vous pour justement, effectivement, sur toutes ces politiques éducatives, tous ces enjeux qu'il peut y avoir sur les politiques de territoire, en lien aussi à ce qu'on disait tout à l'heure avec les différents dispositifs peut-être qui existent aussi et qui peut-être sont pas tant des millefeuilles mais plutôt des outils au service d'une politique peut-être plutôt globale ou transversale. Donc avoir un peu votre regard, votre retour, et puis aussi de pouvoir échanger avec la salle, puisque la plupart d'entre vous, déjà cet après-midi, on avait entendu déjà le premier regard de Philippe sur nos travaux de cet après-midi. Merci, merci Didier. Merci à vous et merci aux deux collègues qui ont présenté ce travail d'élaboration d'un projet éducatif local. Moi, j'ai beaucoup apprécié la démarche que vous nous avez présentée, comme j'ai beaucoup apprécié tous les témoignages auxquels j'ai assisté cet après-midi, et puis toutes les réflexions qui sont nées dans les différents groupes auxquels j'ai pu participer. Alors, je vais essayer de répondre à la demande et de réagir à ce qui a été dit. En introduction, je vais vous apparaître un peu provocateur. Un peu provocateur en me disant que l'expression de territoire éducatif, si on l'avait formulée, c'était évidemment impossible, hein, si on l'avait formulée devant Jules Ferry, il aurait sauté au plafond. Et si on lui avait dit que dans l'école de la République, on pouvait faire des projets éducatifs locaux, il aurait immédiatement considéré que c'était une trahison fondamentale par rapport à la proposition républicaine dont il était porteur. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la France a vécu pendant de très nombreuses années dans une opposition un peu caricaturale qui considérait qu'au fond, le local, c'était le traditionnel, le local, c'était l'enracinement, le local, c'était les particularismes, le local, c'était les pouvoirs féodaux, le local, c'était les inégalités. Et Jules Ferry, dans son célèbre discours de présentation de la loi de 1882, a une tirade extrêmement puissante dans laquelle il dit qu'il faut arracher l'éducation de nos enfants au pouvoir du château, de l'église et des conseils municipaux. Il faut arracher l'éducation de nos enfants au pouvoir du château, de l'église et des conseils municipaux. Il faut la confier à des maîtres forgés dans l'unité de la République et qui transmettront les valeurs de la République. Et donc nous étions à cette époque-là dans cette idée que le local, c'était au fond un peu l'arrière-garde. Que le local, c'était l'inégalité alors que l'État, c'est l'égalité. Que le local, c'était le patois alors que l'État, c'était le français. Ça, c'était un peu vrai. Que le local, c'était la religion alors que l'État, c'était la raison. Que le local, c'était les intérêts individuels, alors que l'État, c'était le bien commun. Et le système éducatif français a vécu longtemps sur cette dichotomie. Très longtemps sur cette dichotomie. Quand on essaye dans l'histoire de repérer le moment où on a refait émerger un peu le local, comme ayant des valeurs et étant porteur de dynamique particulière, je crois qu'il faut attendre les années 80, 82, un colloque à Souillac, qui, pour la première fois, évoque la notion de projet local d'éducation, de projet d'établissement. C'est une révolution par rapport à la tradition française, très jacobine, très jacobine. C'est une révolution. Cette révolution va s'effectuer à bas bruit et elle a donné lieu, elle donne lieu à de belles initiatives comme celle dont vous avez
témoigné tout à l'heure, mais elle n'est pas terminée. Mais elle n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée parce que les observateurs du système éducatif français, y compris les observateurs extérieurs, par exemple les chercheurs anglo-saxons, quand ils décrivent l'école française, ils la décrivent encore comme une école très jacobine, très centralisée, très étatique même. Et ils précisent que, à leurs yeux, cette centralisation, cet étatisme, ce jacobinisme, porte plutôt sur les modalités que sur les finalités. Et c'est bien la difficulté à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Globalement, moi je suis lyonnais, hein, nul n'est parfait, tout le monde ne peut pas être du Calvados. Hein. Moi je suis lyonnais, et bon, il y a des lycées dans la région où je suis, avec lesquels j'ai travaillé depuis longtemps. Par exemple, dans la région lyonnaise, il y a un grand lycée qui s'appelle le lycée du Parc, qui scolarise les meilleurs élèves venant de tous les collèges de la région. Et puis, à quelques encablures de là, il y a le lycée Jacques Brel, à Vénissieux, qui est le lycée de France qui a les plus mauvais résultats au bac. Ils ont absolument la même dévolution horaire. Et on les contrôle exactement sur les mêmes programmes. Ils fonctionnent donc selon les mêmes modalités. Pour autant, est-ce qu'ils visent les mêmes finalités? Ça n'est pas sûr. Ça n'est pas sûr. Peut-être qu'on a d'un côté un lycée qui a pour finalité la constitution d'une élite intellectuelle et sociale, avec peut-être une certaine confusion entre l'excellence et l'élitisme. Et on a de notre côté un lycée qui accueille tout le monde dans des conditions difficiles, avec un investissement des personnes considérable, qui n'obtient pas des résultats extraordinaires au bac, c'est le moins qu'on puisse dire, mais qui ne sélectionne pas à l'entrée. Et qui, d'une certaine manière, accepte de prendre le risque de faire réussir chacune et chacun à travers la scolarité qui est proposée aux élèves. Alors, ont-ils les mêmes finalités, ces deux lycées? Je ne crois pas vraiment. Je crois qu'ils fonctionnent selon les mêmes modalités, mais qu'ils n'ont pas les mêmes finalités. Et c'est un peu ça le système éducatif français aujourd'hui. C'est des établissements, des institutions, des municipalités qui sont assujettis aux mêmes modalités, mais assez peu contrôlés sur leur finalité. Un élève de 6e, où qu'il soit en France, a toujours 4 heures de mathématiques par semaine. C'est les mêmes modalités. Faut-il que tous les élèves de 6e de France aient 4 heures de mathématiques par semaine? Ça se débat. Certains élèves peuvent avoir besoin de 2 heures et d'autres de 6. Pourquoi imposer les mêmes modalités à tous les élèves de 6e? Parce qu'en imposant les mêmes modalités, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on échelonne les finalités. Parce que si tous les élèves ont 4 heures, ceux qui comprennent en 2 heures, ils s'ennuient, et ceux qui ont besoin de 6 heures, ils n'y arrivent pas. Donc, on n'a plus du tout les mêmes finalités. Vous voyez que nous sommes en France, et les observateurs étrangers nous le disent bien quand on les rencontre, nous sommes un pays étrange, étonnant, qui est encore, je vais le dire d'une manière peut-être un peu surprenante, qui est encore très jacobin sur les modalités, alors qu'il est finalement assez girondin sur les finalités. Autrement dit, quand il s'agit de contrôler les modes de fonctionnement, il est extrêmement étatique, et quand il s'agit de laisser les gens prendre des initiatives et aller dans des sens politiques différents, il est assez peu regardant. Parce que, si je reprends l'exemple de 2 lycées au hasard, les finalités, on pourrait les regarder à travers... tiens, les élections des délégués d'élèves, elles se passent comment? Est-ce qu'ils sont formés, les délégués d'élèves? Les élèves font des enquêtes? Quel est le nombre de documents qui sortent du centre de documentation?
Est-ce qu'ils sont dans le bachotage ou est-ce qu'ils sont dans la réflexion? On pourrait poser des questions sur les finalités comme ça que l'on ne pose pas. C'est la raison pour laquelle les mouvements d'éducation populaire, dont je fais partie, n'ont cessé de dire depuis Jean Zay, qui fut et qui reste notre plus grand ministre de l'Éducation nationale, que l'éducation nationale doit être jacobine sur les finalités et girondine sur les modalités. C'est-à-dire exactement tout le contraire de ce que l'on a aujourd'hui. C'est Jean Zay qui dit très très bien cela. Il l'explique à la perfection dans ses souvenirs écrits en prison avant d'être exécuté par la Gestapo. Il dit très bien, il faudrait que l'on s'entende sur des grandes finalités qui sont communes, et puis qu'on laisse ensuite les acteurs prendre les initiatives en fonction des ressources et des contraintes locales qui sont les plus adaptées à leur environnement, à leur dynamique, à leur logique. Et je crois que Jean Zay avait raison. Jean Zay avait raison. Que nous tentons d'aller vers cela, mais que nous avons encore un peu de mal à y parvenir. Et quand on y parvient, eh bien, ça fait de très belles choses comme ce qui vient de nous être décrit. Alors, si je me suis permis d'introduire mon propos par cela, c'est pour l'inscrire dans un cadre à la fois historique et politique plus global, et pour justifier en même temps le plan de mon petit exposé. Parce que je vais commencer par les finalités. Je ne vais pas commencer par les dispositifs. Je vais commencer par les finalités, c'est-à-dire par les ambitions éducatives, pour reprendre le titre de cette soirée. C'est-à-dire par ce qui nous inspire et par ce sur quoi nous pouvons nous mobiliser collectivement. Qu'est-ce qui nous mobilise collectivement? Quelles sont les finalités de l'éducation que peut porter un territoire? Avant de me dire comment on va faire, qui on va consulter, etc., quelles sont nos finalités? Quelles sont nos ambitions? Alors, je ne vais pas être trop long, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours de philosophie de l'éducation, mais rappeler quelques éléments. Et puis les situer dans le contexte d'aujourd'hui. Sur cette question des finalités. Notre école, c'est l'école de Jules Ferry, mais Jules Ferry lui-même a tenu à l'inscrire dans un mouvement important, déterminant dans notre histoire intellectuelle, que le mouvement des Lumières. Les Lumières. Les Lumières, quand on demandait au philosophe Kant de définir les Lumières, il répondait par une formule latine, sapere aude, qui veut dire « ose penser par toi-même ». Ose penser par toi-même. Ne te laisse pas imposer ce que tu dois penser ni ce que tu dois faire. Ose penser par toi-même, et quand ajouter, c'est le fondement de la démocratie. Alors je trouve que cet objectif-là est plus que jamais d'actualité. Ose penser par toi-même. Oui, c'est la finalité de l'éducation, pas simplement de l'école, de l'éducation en général. Former des gens qui pensent par eux-mêmes, qui ne sont pas sous emprise des groupuscules archaïques, emprise des marques publicitaires, emprise des réseaux sociaux, emprise politique et religieuse, qui empêchent les gens de penser par eux-mêmes. Sortir, ouvrir les portes et sortir de ces phénomènes d'emprise. Parce que ces phénomènes d'emprise, qui ont toujours existé, notre modernité ne les a pas inventés, ces phénomènes d'emprise sont aujourd'hui relayés par des outils d'une puissance extrême. D'une puissance extrême. En particulier, le numérique. Ces phénomènes d'emprise sont très forts, très puissants sur nos enfants, à travers l'usage massif qu'ils font des écrans. Les écrans, ce n'est pas un petit phénomène anecdotique aujourd'hui. Les écrans, c'est un phénomène quasiment civilisationnel.
c'est un phénomène qui change radicalement le rapport de nos enfants au monde, aux autres et à eux-mêmes. Et puis, au-delà de ce phénomène des écrans, ou plutôt, plus globalement encore, il y a cette espèce de domination dans notre société du slogan, ou de formes plus élaborées du slogan que sont par exemple les théories du complot. Dans mes derniers travaux de recherche, j'ai souligné qu'il était très important de distinguer le désir de savoir du désir d'apprendre. Alors ça vous paraît une argutie un peu particulière, mais non. Le désir de savoir, on le comble à bas prix, à l'économie. Vous voulez savoir, on va vous dire ce que vous devez savoir. Et une fois que vous le saurez, vous n'aurez plus besoin de chercher quoi que ce soit. Le désir de savoir, on le comble par des slogans populistes. On le comble par des théories du complot. On le comble par des formules rapides qui donnent le sentiment aux gens qui savent, alors qu'ils ne font que répéter comme des perroquets les mêmes formules. Certains pensent naïvement que tous les enfants désirent apprendre. C'est faux, hein. Les enfants désirent savoir. Et si possible, savoir sans apprendre. Hein. Parce que apprendre, ça faut faire des efforts, il faut cacher du matériel, il faut perdre un peu de temps. Hein. Ils préféreraient savoir sans apprendre. Comme vous, quand vous prenez votre voiture, hein. Vous tournez le contact, vous appuyez sur le bouton, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a sous le capot. Hein. Et vous ne voulez pas le savoir, d'ailleurs. Hein. Vous n'avez pas envie de savoir tout ça. Vous savez simplement que si vous appuyez ou vous tournez, ça marche. Vous n'avez pas envie tous les matins de suivre un cours d'électronique pour savoir ce qui se passe quand vous démarrez votre voiture. L'efficacité vous suffit. Ben, les enfants sont pareils. Ils n'ont pas tellement envie d'ouvrir le capot. Ils ont envie d'avoir les réponses immédiates à leurs besoins immédiats. Autrement dit, ils ont envie de savoir, ils n'ont pas envie d'apprendre. Kant l'avait bien vu. Quand il nous dit « ose penser par toi-même », il reprend au fond la vieille idée de Socrate, qui est que quand tu crois savoir, ben tu cherches plus. Et quand tu cherches plus, tu es victime de tes propres illusions. Et donc un des enjeux majeurs aujourd'hui, c'est de ne pas laisser les enfants, nos enfants, et pas simplement à l'école, hein, en famille, en colo, partout, débiter des pseudo-certitudes, c'est les mettre en position de chercher la vérité. Alors vous me direz, c'est super ambitieux, chercher la vérité. C'est super ambitieux. Comment dans une colo on peut chercher la vérité? Mais bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui, on va enquêter. Chercher la vérité, c'est chercher le bon passage pour aller quelque part. C'est chercher la bonne manière de monter un objet. C'est comprendre que celui qui a raison n'est pas celui qui gueule le plus fort. C'est celui qui fait le mieux, le plus juste, le plus précis, le plus exact, le plus proche de la vérité. Ça, c'est un apprentissage absolument fondamental. Fondamental. Donc oui, le « ose penser par toi-même » est plus que jamais d'actualité. Dans une société où on dit sans cesse à nos enfants « fais ton caprice, mon petit, ça fait marcher le commerce. Fais ton caprice. Fais ton caprice, exige. Tu veux? Ben, exige, exige. Mets les adultes en concurrence, d'ailleurs. Ça marche super bien de mettre les adultes en concurrence. Hein. Moi, je raconte parfois une anecdote. Je suis dans un wagon de chemin de fer. Il y a une petite fille qui est là, qui explique à ses parents, son papa et sa maman, qu'elle veut qu'ils lui achètent des baskets qui s'allument. Alors la maman dit non, c'est pas de la bonne qualité. Le père essaie de surenchérir, fait de l'humour en disant et quand il pleut, ça fait du court-circuit, etc., etc.
Mais la petite fille n'en démord pas. Les parents non plus. Et la petite fille a parfaitement compris, puisqu'au bout de 10 minutes de discussion, elle dit à ses parents, de toute façon, c'est pas grave, parce que samedi, je vais chez mamie. Ce à quoi la maman répond du tac au tac, on va pas laisser mamie t'acheter du basket qui s'allume, parce que ton cartable, c'est de la cochonnerie que t'as acheté mamie. Donc on va y aller, nous, on va y aller dès vendredi. Donc elle a tout compris, hein. La petite fille a tout compris. Elle a compris qu'il suffit de mettre les adultes en concurrence. Comme tous les adultes veulent être aimés des enfants, pour être aimés des enfants, on cède à leur caprice. Et comme on ne veut pas que d'autres adultes soient plus aimés que nous, eh ben on cède à leur caprice avant que les autres adultes leur cèdent. Voilà. Et ça nous fait des enfants qui arrivent à l'école qui sont de vrais ressorts ambulants. On s'adresse à une classe, par exemple, et à peine a-t-on commencé de donner le début du commencement de la première phrase du consigne, il y en a 10 qui lèvent la main parce qu'ils voudraient qu'on leur explique à eux individuellement ce qu'ils n'ont pas compris, et forcément ils n'ont pas compris puisqu'ils savaient qu'à attendre la fin de la phrase et qu'ils n'ont pas attendu. Parce qu'ils sont dans le passage à l'acte, dans l'immédiateté. Ils sont dans une espèce de volonté de voir tout de suite. Mais ce n'est pas de leur faute, ils ne sont pas coupables de ça. Ils vivent dans un environnement global qui leur dit en permanence, exige, demande, espère avoir tout de suite, mais les adultes en concurrence, de toute façon, tu auras satisfaction. Et nous devons prendre la mesure de ça. Cette mesure, elle est très importante, parce que quand on est dans ce registre-là, on est dans le registre de ce qu'on appelle, nous, la toute-puissance infantile, c'est-à-dire dans le registre de quelque chose qui bloque l'accès à la réflexivité. On est dans le réflexe et non pas dans la réflexivité. Et les neurosciences, à l'égard desquelles je suis souvent très critique, nous le montrent ça, à travers des expériences extrêmement précises que mon collègue Olivier Houdet a pu faire. Donc voilà, je vous redis, quand on parle éducation, il faut toujours se référer à des valeurs fondamentales, à des finalités. Et la première de ces finalités, c'est que nos enfants soient capables de penser. Penser. P-E-N. Alors P-A-N aussi, mais P-E-N surtout. C'était déjà la finalité donnée par Kant, mais il me semble qu'on doit l'inscrire aujourd'hui dans un contexte un peu différent de celui du XVIIIe siècle. Parce que se penser par soi-même, c'est aussi, aujourd'hui, le penser avec d'autres. Parce que ce que nous a appris la modernité, c'est que la solidarité, mes amis, ça n'est pas d'abord une valeur, c'est un fait. Le Covid nous l'a montré encore plus que jamais. Nous sommes solidaires que nous le voulions ou non. Et c'est vrai dans la famille, quand il y en a un qui fait la gueule le matin, ça gâche la journée de tout le monde. Comme sur la planète tout entière, quand il y en a un qui inocule un vaccin ou qui laisse un virus ou qui laisse se développer un virus à l'autre bout du monde dans un animal improbable, eh bien, toute la planète en est affectée. Oui, la solidarité, c'est un fait. Nous sommes solidaires. Nous sommes solidaires. Alors nos enfants, nous pouvons les élever dans l'individualisme ou dans le communautarisme, et essayer de combattre cette solidarité par le repli sur soi, ou nous pouvons au contraire leur ouvrir la possibilité d'activer les solidarités, C'est pour ça que l'éducation et les ambitions de l'éducation dont on parle, elles ne sont finalement que deux fondamentales, essentielles et structurantes. La pensée par soi-même, l'acquisition de l'autonomie, de l'esprit critique d'une part, la découverte et la mise en œuvre de la solidarité d'autre part. Et moi je pense qu'il est toujours bon de rappeler ça, et de se dire quand on fait un projet éducatif, qui soit local, d'établissement, de ceci et de cela, pourquoi on le fait? Et de se dire, au fond, quels sont les fondements. Les fondements. Je dis les fondements, pas les fondations. Hein. Parce que, en France, on confond les fondements et les fondations.
Vous savez, dans une maison, il y a des fondations. Cette maison, il y a des fondations matérielles. C'est des blocs de béton, c'est tout ce que vous voulez. Et ces fondations, ça n'est pas le fondement. Le fondement de cette maison, c'est ce à quoi elle sert, ce pourquoi elle a été créée. Et en France, y compris quand on parle de projets éducatifs locaux, on croit que les fondations sont le fondement. Donc on va chercher les textes, les dispositifs. Mais les textes et les dispositifs, ce n'est pas le fondement, c'est les fondations. Bien sûr qu'il faut des fondations solides, qu'il faut des textes, qu'il faut des dispositifs. Mais ces fondations solides, il faut qu'elles s'appuient sur un fondement, c'est-à-dire sur un projet qui soit une vision de ce qu'on veut pour nos enfants et notre avenir. Alors à partir de là, comment on avance? Ça, c'est les finalités. Eh bien, on avance ensemble. Et je reprends souvent ce qui est un vieux et probablement faux proverbe africain qui dit « il faut tout un village pour élever un enfant ». Ben oui, il faut tout un village pour élever un enfant. Et là aussi, il faut regarder les évolutions. Moi, je suis d'un petit Cévenol, d'un petit village à la limite du Gard et de la Lozère. Un jour, avec des copains, on a bouché la fontaine du village, avec des cailloux et des graviers. Et il y a une dame, Madame Berthe, qui, de sa fenêtre, m'a interpellé en disant « Hé, le petit Mérieux, là, vous bouchez la fontaine, vous savez que c'est extrêmement dangereux ce que vous faites, parce qu'il y a des troupeaux, là, il y a de l'irrigation. » Madame Berthe, elle n'était pas institutrice, elle n'était pas gendarme, elle n'était pas mère, elle n'était rien pour moi. C'était pas ma cousine, c'était personne. Mais elle s'autorisait, parce qu'elle faisait partie d'une société, d'un collectif responsable, à me dire « Hé, le petit Mérieux, tu fais une connerie. » C'est-à-dire qu'il y avait bien tout le village pour élever l'enfant. Aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui s'autorise à ça. Hein. Parfois, il y a des miracles. Moi, j'ai vu un miracle à Lyon il n'y a pas longtemps. J'étais dans le métro, et une jeune fille rentre dans le métro avec un emballage, je ne sais pas si vous devez connaître ça aussi ici, c'est une espèce de sandwich avec de la viande, un truc un peu américain, hein, avec des frites, ça se mange avec des frites, des choses comme ça, dans un emballage rouge et jaune, enfin bon. Et puis elle avait une espèce de boisson un peu brunâtre, pétillante, là, dans une espèce de truc américain aussi, donc... Et elle s'assoit dans le métro, elle mange cette espèce de sandwich, là, et évidemment, non pas évidemment, mais malheureusement, elle met sous son siège l'emballage de son sandwich et la canette de son coca. Moi, je ne l'ai vu qu'après, je m'en suis voulu. À un moment, à une station, la fille commence à se lever pour sortir. Et un jeune homme, plus jeune qu'elle, il devait être en 3e seconde, la regarde et lui dit « Et avant de sortir, je crois que tu as oublié quelque chose sous ton siège. » Ça, c'est un miracle. Hein. C'est relativement rare que ça se passe dans la société, ça. Hein. Il ne l'a pas agressé. Il ne lui a pas dit des mots grossiers, il ne lui a pas parlé de sa mère ou quoi que ce soit. Hein. Il lui a dit « tu as oublié quelque chose sous ton siège ». Évidemment, la jeune fille a levé les épaules et est partie. Est-ce que ça n'a pas été efficace? Je n'en sais rien. Peut-être que la jeune fille fera gaffe la fois d'après. En tout cas, ça témoignait de quelque chose de fort, c'est que ce garçon-là, il se sentait co-responsable du collectif que constitue l'espace public et de la propreté de l'espace public, comme Madame Berthe se sentait co-responsable de la fontaine. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous raconte ces anecdotes? C'est parce que notre société, pour le meilleur et pour le pire, était une société éducative. C'est-à-dire qu'il y avait une solidarité des acteurs qui se tenaient à peu près les coudes, et même s'ils étaient en désaccord sur des tas de choses, globalement, ils s'étaient collectivement responsables, ils se sentaient collectivement responsables de l'avenir de leurs enfants et des enfants.
Et donc ils s'autorisaient à intervenir, à dire des choses, voilà. Et c'est ça le village. C'est le village, et dans ce village, il y a des tas de gens. Moi, quand j'allais acheter le pain à la boulangerie, elle m'aidait à compter ma monnaie. Ça m'aidait aussi à mémoriser le mécanisme de la soustraction. Et moi, j'ai aussi été élevé par les artisans de mon village. C'est-à-dire qu'il y avait un cordonnier dans mon village, et j'allais le voir travailler. Il y avait un menuisier, et j'allais le voir travailler. Et le menuisier, n'en déplaise à mon instituteur, qui était un brave homme, m'a autant appris en matière de soins et de travail bien fait que l'instituteur. Voilà pourquoi, oui, il faut tout un village pour élever un enfant. Voilà pourquoi le menuisier est aussi utile que le cuisinier, que la boulangère, que Madame Berthe, que Monsieur Machin, que Monsieur Truc, et que collectivement, nous sommes impliqués dans une même affaire, et que si nos enfants le voient, si nos enfants le savent, si nos enfants le sentent, eh bien, ils ne feront pas ce qu'ils sont pratiquement toujours en train de faire, c'est-à-dire nous jouer les uns contre les autres pour avoir satisfaction de leurs caprices. Parce qu'ils sont très forts pour ça. Je dis pas ça pour accuser les enfants de quoi que ce soit, j'adore les enfants, j'ai un respect immense pour eux, mais ils sont très intelligents, les enfants. Donc ils savent parfaitement qu'en jouant un adulte contre un autre, ils finissent toujours par trouver la faille et s'en tirer. Mais ils savent aussi que les adultes peuvent être solidaires, et que cette solidarité des adultes, ça crée ce que j'appelle moi un écosystème éducatif. Un écosystème éducatif. Dans cet écosystème, il y a plein de choses. Il y a évidemment les parents. Et pour moi, l'accompagnement de la parentalité, c'est un vrai enjeu de l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de parents sont paumés quand même, hein. Ils ne savent pas comment faire. D'ailleurs, c'est compliqué, hein, comment faire. Je vous mets ici mon billet que réguler l'usage du téléphone portable d'une jeune fille de 14 ans, c'est pas du tout quelque chose qui tombe sous le sens, hein, qui se fait comme ça. Bon, ils sont perdus, un certain nombre. Donc l'éducation à la parentalité, ça fait partie de la société éducative. Il y a les parents, il y a les enseignants qui jouent un rôle essentiel, il y a tout le tissu associatif, bien sûr, qui est essentiel, sportif, culturel, éducation populaire, etc. Mais il y a plus que ça. Il y a l'organisation même de la ville. L'organisation de la ville. Proudhon disait la largeur des trottoirs témoigne de l'importance que la ville accorde à l'éducation. Si on peut passer avec une poussette ou pas. Il disait aussi, est-ce qu'il y a un terrain d'aventure? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un endroit où les jeunes peuvent se cacher, construire, etc. Pas souvent, hein. Souvent, il y a plutôt un tourniquet. Donc, on tourne en rond. Là aussi, la ville a sa responsabilité, la manière dont elle organise les espaces publics pour qu'ils soient plus ou moins en phase avec ce qui aide l'enfant à se développer et à être solidaire. Alors il y a bien sûr, au-delà de l'espace public, une multitude de gens qui contribuent à l'éducation de l'enfant. Les médias. Alors bien sûr, les médias nationaux. Et là, il y aurait beaucoup à dire, hein. Depuis que toutes les télés ont supprimé quasiment tous les journaux pour les enfants et que ceux-ci se gavent d'une actualité qui n'a pas été repensée pour eux et qui est mal comprise, enfin, on est là dans des situations invraisemblables. Il y a les médias qui nous fourguent aux enfants de la télévision le matin, qu'un tiers des enfants d'école primaire regardent entre une demi-heure et 1h30 des dessins animés, comme je le disais tout à l'heure, achetés au kilomètre au Japon et entrelardés de publicité pour du papier toilette ou des automobiles, hein, à un moment où l'enfant n'est pas complètement réveillé dans un état qu'on appelle d'attention flottante,
c'est-à-dire où c'est une vraie éponge, il absorbe absolument tout. Hein, à 7h30, entre 7h30 et 8h15 du matin, l'enfant absorbe tout, c'est une éponge. Hein, et toute la pub qui entrelace dans les dessins animés sur Gulli, il la prend de plein pot. Donc ça contribue aussi à l'éducation des enfants. Hein. Ça contribue à les fabriquer, les gamins qu'on a sous les yeux. Et puis, bien sûr, les outils. Le téléphone portable, l'ordinateur, la tablette, le jeu vidéo, etc. Tout ça contribue à l'éducation des enfants. Et donc, quand je dis l'écosystème éducatif, je parle en termes d'un terrain dans lequel il y a énormément de choses qui s'articulent entre elles, qui s'entrelacent entre elles, et qui peuvent constituer un terrain favorable dans lequel l'enfant sera bien, va réfléchir, avoir du temps pour réfléchir, avoir du temps pour penser, avoir du temps pour lire, etc. Dans lequel l'enfant aura du temps pour coopérer avec les autres, pour s'entraider, pour entraider d'autres générations que lui, etc. Et est-ce que ça, on le met au cœur, c'est ça qui fait fonctionner l'écosystème ou pas? Voilà. Alors à partir de là, avançons un tout petit peu, mais sans aller trop dans le détail, au fond, comment mettre en place cet écosystème éducatif? Je ne vais pas parler en termes de dispositif, encore. Vous le traduirez en termes de dispositif, parce que tout ça peut se traduire en termes de dispositif. Je vais dire des choses extrêmement simples. Créer un écosystème éducatif à l'échelle d'un territoire, c'est créer un écosystème dans lequel l'enfant peut se réconcilier avec lui-même, peut se réconcilier avec la matière, peut se réconcilier avec les autres, et peut se réconcilier avec le monde. Se réconcilier avec lui-même, d'abord. Se réconcilier avec lui-même, c'est-à-dire avoir du temps pour lui. Du temps. Du temps qui n'est pas nécessairement du temps qu'il faut consommer bout à bout, toujours faire des choses, mais du temps, y compris du temps pour rêver. Vous parliez de rêver, j'ai beaucoup aimé votre proposition, votre expression, du temps pour rêver, du temps pour penser, du temps pour se balader, du temps pour vagabonder, du temps et des espaces pour ça, du temps pour être soi-même, quoi, pour pas être toujours dans une espèce de surconsommation de choses qui s'ajoutent, du temps pour réfléchir, des espaces aussi de tranquillité, des petits espaces, des temps où on peut se réfugier, des cabanes, des refuges, des endroits où on peut aller quand on est triste ou au contraire quand on est gai, qu'on veut profiter. Parce que les enfants, je vais vous dire un truc, mais vous le savez peut-être, enfin c'est un secret qu'il faut absolument divulguer, ils ont une vie intérieure. Ils ont une vie intérieure, les enfants. Et comme le disait Kortchak, on était dans la salle Kortchak tout à l'heure, les chagrins des petits ne sont pas des petits chagrins, n'est-ce pas? Les chagrins des petits peuvent être des très gros chagrins. Et donc ils ont besoin, comme nous, d'espace et de temps pour se retrouver et sortir de cette espèce d'activisme ou de suractivisme dans lequel on les met trop souvent. Du temps pour la pensée. Voilà. Se réconcilier avec soi-même, se réconcilier aussi avec la matière. Alors là, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. La matière. Nos enfants sont dans un univers très virtuel. Moi, je suis très admiratif du travail d'un de mes collègues philosophes aux États-Unis, Matthew Crawford. C'est un philosophe assez particulier parce qu'il est à mi-temps professeur de philosophie à Harvard et à mi-temps réparateur de motocyclettes chez le garagiste de son quartier. Ce qui est assez rare pour les professeurs de philosophie. Et Matthew Crawford a écrit 2 livres importants, il y en a écrit d'autres, mais ces 2 principaux sont L'éloge du carburateur, c'est le premier livre, et le second s'appelle Contact. Et qu'est-ce qu'il étudie dans ces livres-là? Il étudie la façon dont le travail manuel
est fondamentalement nécessaire aujourd'hui pour compenser les effets délétères des écrans et pour structurer l'intelligence. Le travail manuel, le travail des mains. Il montre très très bien qu'il faut arrêter d'opposer les manuels et les intellectuels. C'est complètement stupide, c'est absurde. Moi j'ai été opéré il y a quelque temps, j'étais très content que le chirurgien soit un manuel. Et je suis très content quand je vais chez l'épicier que l'agriculteur soit un intellectuel et me fasse des produits qui ne me tuent pas, quoi. Bon. Donc il faut supprimer cette distinction manuelle-intellectuelle qui est la pire absurdité qu'on ait jamais fait au monde. Et il montre que les enfants qui sont amenés à faire du travail manuel, à travailler la terre, à travailler le bois, à travailler avec un instrument de musique, à fabriquer des choses, etc., que ces enfants-là, ce sont ceux qui réussissent intellectuellement. Et il a des tas de travaux scientifiques qui valident son affaire. Ce n'est pas une hypothèse en l'air. Parce que quand on travaille avec la main, on se concentre sur quelque chose. Et ce sur quoi on se concentre, ça crée une disposition d'esprit, ce qu'on appelle une posture mentale. Et c'est très important. Et il montre que c'est ça qui va faire réussir à l'école, y compris en mathématiques et en français. Hein. Il y a un orage. Oui, y compris en mathématiques et en français. Oui. Compenser les effets délétères des écrans et de la virtualisation du monde nécessite plus que jamais le travail de la main. Nécessite plus que jamais le rapport avec ceux qui travaillent aussi de la main. Moi, je suis un défenseur mordicus du contact de l'enfant avec les artisans. C'est essentiel qu'ils voient des artisans travailler. C'est essentiel qu'eux-mêmes travaillent, qu'ils travaillent la terre, par exemple. Parce que, là aussi, je vais vous dire un secret. Enfin, quand même, vous savez qu'il y a un nombre significatif d'enfants des villes qui croient encore que c'est en gueulant sur les tomates qu'on les fait pousser plus vite. Hein. Ils n'ont jamais compris que pour faire de belles tomates, il faut être patient, il faut les arroser comme il faut, et qu'il faut même les arroser pendant les vacances. Vous voyez, vous vous rendez compte? Il n'y a pas de machine pour nous remplacer pendant les vacances. Donc il y a une contrainte là. Ce n'est pas une contrainte inventée par des adultes qui nous veulent du mal. Hein. Ce n'est pas une contrainte sous forme d'examen qui nous est mis par des espèces de gens un peu pervers qui veulent nous vérifier si on connaît bien. Non, non, c'est une contrainte parce que les tomates sont comme ça. Si on les a, si même pendant le mois de juillet, août, oui, c'est les vacances, mais il faut les arroser quand même. Quoi. Donc voilà. Et ce rapport à la matière, ce rapport à la matérialité, nous savons aujourd'hui qu'il constitue un enjeu énorme, énorme. Et que c'est peut-être le seul moyen dont nous autres éducateurs disposons pour lutter contre les GAFAM. Peut-être le seul. Quand les CMA proposent ici ou là de faire des terrains d'aventure pendant les vacances de Toussaint. Alors les vacances de Toussaint, vous savez, c'est le moment où ils bouffent le plus d'écran. Hein. Parce que les vacances de Toussaint, il fait froid, les parents travaillent, il y a peu d'activités pour les enfants, etc., etc. Les vacances de Toussaint, c'est une moyenne pour les enfants de 7 à 8 heures d'écran par jour, avec des pointes qui montent à 12 à 15 heures d'écran par jour. Bon, voilà. Alors, écran, je mets tout, hein. Je mets jeux électroniques, téléphone, tablette, télé, et tout ça. Mais quand même, 15 heures d'écran par jour, c'est beaucoup. Ça vous abrutit quelqu'un, c'est pire que le pire anesthésiant. C'est un anesthésien cérébral absolument parfait. Alors bien sûr, on peut interdire les écrans. Moi, j'y crois pas. Mais on peut aussi proposer au pied des tours, là, c'est ce qu'on fait à Nantes et ailleurs, un terrain d'aventure. Alors ils sont là-haut, ils sont avec leur joystick, là. Ils vont pas forcément descendre le premier jour. Mais au bout de 2-3 jours, ils vont voir qu'il y a des copains qui s'amusent à fabriquer des cabanes avec des palettes et qu'il y a des outils, il y a des trucs. Ben voilà.
Et puis ils finissent par descendre. Et quand ils reviennent à l'école, après les vacances de la Toussaint, il n'y a pas égalité entre celui qui a passé toutes ses vacances devant les écrans et celui qui est allé fabriquer des cabanes. Il n'y a pas égalité. Celui qui est allé fabriquer des cabanes, il revient à l'école, il est à la fois plus reposé et intellectuellement beaucoup plus vif. Et ça, c'est fondamental. Le rapport de l'enfant avec la matière, c'est d'autant plus fondamental que c'est ce rapport-là qu'il va projeter ensuite sur les matières. Sur le français, sur les maths, sur l'histoire, sur la géographie. Ben, c'est la même chose. Les matières, il faut faire avec. Moi, dans un colloque scientifique à la Sorbonne, où je joue parfois un peu les provocations, on me demandait qu'est-ce que vous mettriez si on mettait un examen d'entrée en 6e. Alors tous mes collègues disent français, maths, histoire, etc. Puis bien mon tour, moi j'ai dit, d'abord je ne suis pas tout à fait pour l'examen d'entrée en 6e, bon mais s'il en fallait un, je dirais, il faudrait que tout enfant pour rentrer en 6e sache fabriquer un tabouret à 3 pieds, en bois, sans colle ni clou. Ça vous paraît stupide, hein, mais essayez. Fabriquez-le, le tabouret à 3 pieds, en bois, sans colle ni clou. Vous allez voir le travail que ça représente, y compris et surtout au plan intellectuel. Hein? Et puis là, c'est pas l'histoire du prof malveillant qui vous dit que votre tabouret est mal fait. Parce que votre tabouret, vous vous asseyez dessus, soit il tient pas, quoi. Et s'il tient pas, il faut le refaire. C'est pas que le prof est méchant, c'est pas que le test est mal fait, c'est qu'il tient pas. Et s'il tient pas, il faut se remettre au travail. Voilà. Ça, c'est sacrément formateur. Hein. Je peux pas me contenter de rendre un mauvais devoir, d'avoir une mauvaise note et de dire mauvais devoir, mauvaise note, je m'en fous, je suis payé, mal payé, mais payé, tout le monde est content, je rentre chez moi. Retrouver le contact avec la matière. Pour moi, c'est fondamental. Et là, vous voyez à quel point tout ce qui est éducation populaire, tissu associatif, accueil collectif de mineurs, centres sociaux, etc., a un rôle fondamental. Au CVA, on est même maniaque là-dessus. On est maniaque quand on fait des stages fabrication de cerfs-volants. Vous voyez comment on est maniaque sur la manière de faire, sur les outils, etc. Mais on assume notre maniaquerie complètement. On l'assume totalement. Rapport avec soi, rapport avec la matière, rapport avec les autres. Je crois qu'un projet éducatif local ne peut pas faire l'impasse sur le rapport avec les autres, sur la solidarité. Alors la solidarité entre enfants, bien sûr, l'entraide entre enfants. Moi je crois que c'est un outil formidable de réussite que l'entraide entre enfants. Que les enfants s'entraident entre eux, que les grands aident les petits, que les petits en difficulté aient un tuteur parmi les grands, puis qu'ils s'entraident entre générations, que les ados aillent aider les personnes qui sont en EHPAD ou du 3e âge, que tout ce qui casse les enfermements dans des catégories, dans des ghettos. Moi, une des plus belles expériences que j'ai accompagnées, qui a été initiée par une de mes collègues à Brest, et qui depuis a fait beaucoup de petits. Cette collègue, Monique Alguarche, avait la responsabilité d'une SECPA, et elle a organisé le fait que tous ces jeunes de SECPA sont allés faire passer le brevet informatique, à l'époque c'était le B2I, à des personnes d'un EHPAD, de l'EHPAD qui était juste à côté de l'école. Et c'est extraordinaire, moi j'ai assisté à ça, un gamin, alors qu'en plus, qui arrive, qui sort, un peu bronzé, tout, évidemment, qui arrive dans un EHPAD où il n'est pas forcément bien accueilli, on se méfie un peu de son physique, de tout ça, et qui fait passer. Et vous vous rendez compte, les rapports qui se créent, là, c'est extraordinaire, parce qu'après, ils vont discuter. Et toi, tu fais quoi sur Internet? Ben, moi, je joue à World of Warcraft. Ah bon, alors c'est quoi ça? Et tu peux me montrer? Ah ben oui. Ah ouais. Et puis, et tu crois que sur Internet, on peut aller voir des pays qu'on ne connaît pas, on peut chercher, faire son arbre général? Ah oui, ben, vous vous rendez compte de ce qui se passe là? C'est formidable. L'intergénérationnel dans les projets éducatifs locaux, c'est un axe fondamental. D'autant plus que nous savons aujourd'hui que nous sommes en train d'évoluer très sensiblement.
je ne vais pas rentrer dans un débat sur la réforme des retraites, ne vous inquiétez pas, mais quand même, le rôle des grands-parents est devenu de plus en plus déterminant dans l'éducation des enfants. On ne peut pas le sous-estimer. Il est très important ce rôle, mais c'est très inégalitaire. Il y a des enfants qui n'ont pas cette possibilité d'avoir des rapports avec... Et donc là, tout ce qui peut favoriser ça est évidemment formidable. L'entraide, l'intergénérationnel, l'interculturel, toutes les formes d'inter, tout ce qui peut favoriser la coopération, les projets communs, les projets collectifs. Les projets collectifs, faire ensemble. Moi, je ne crois pas du tout au vivre ensemble. Moi, vivre ensemble, ça ne m'intéresse pas du tout. On peut vivre ensemble lobotomisé sous la coupe d'un gourou complètement fou, ou on peut vivre ensemble chacun devant son écran, juxtaposé dans l'indifférence réciproque. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens apprennent à faire ensemble. Faire ensemble. Alors, faire ensemble, c'est les enfants, les profs, les animateurs, c'est les animateurs qui invitent les instits pour voir ce qu'ils font et discuter avec eux. Pas forcément dans des endroits où on va faire des réflexions très... Mais s'inviter, simplement s'inviter pour que les autres voient ce qu'on fait nous. Hein? Moi, je rêve que les enseignants invitent les animateurs dans leur classe pour voir ce qu'ils font, mais il faut leur demander. Mais dans la classe, pas à la porte, pas discuter comme... Mais venez, qu'il n'y en a rien à cacher, puis que les animateurs invitent les enseignants, mais venez. Et puis on fait ensemble, et puis qu'ils fassent des choses ensemble, et puis qu'ils organisent quelque chose ensemble, avec des parents. Là, dans une ville près de chez moi que j'ai accompagnée, on met chaque année, on organise une opération, c'est un exemple, il ne faut pas prendre ça comme un modèle. C'est un exemple qui s'appelle la Grande Lessive. Alors, la Grande Lessive, c'est un week-end, du vendredi au dimanche compris, où on tend des ficelles à travers toutes les rues de la ville et où enfants, parents, petits-enfants, tout le monde va afficher avec des épingles à linge ses dessins. Voilà. Tout le monde dessine et on affiche, on va dans la rue, etc. C'est extraordinaire parce qu'il y a des employés municipaux qui tendent des ficelles, là-haut, les commerçants qui sont de la fête, les parents évidemment, les grands-parents qui se mettent à dessiner ou à ressortir des vieux dessins, les élèves qui dessinent aussi. On fait un concours, alors on peut discuter la pertinence du concours, mais peu importe. Ouais. Les gens se mettent à faire ensemble. Et ça, je crois que quand on fait ça, on fait de l'éducation. Parce qu'on tisse de la solidarité, on suscite de la créativité. Contact avec soi-même, contact avec la matière, contact avec les autres, contact avec le monde, évidemment. Contact avec le monde, parce que l'éducation, c'est sortir de son petit cercle clos et rencontrer le monde. Le monde dans toute sa diversité. Le monde, c'est évidemment le grand écosystème planétaire. Découvrir que l'écosystème planétaire, nous en faisons partie et que nous sommes partie prenante de ça, mais c'est découvrir les autres cultures, découvrir tout ça et le découvrir à travers des activités communes. Je ne vais pas être plus long, on pourra développer tel ou tel aspect. J'entre pas dans le dispositif. Après, les dispositifs, c'est des outils. C'est des outils. C'est des outils, je dis simplement, et je le dis très librement, hein, c'est pas manquer de respect aux gens que de leur faire des propositions en plus de celles que eux, ils vous font. Je le dis parce que j'ai lutté beaucoup dans ma vie pour qu'on donne la parole aux gens. Et je crois que ce qui a été dit tout à l'heure, donner la parole aux enfants, donner la parole aux gens, est fondamental. Et j'ai beaucoup lutté là-dessus. Mais je vois aujourd'hui une dérive inverse, qui consiste au nom du fait qu'on donne la parole aux gens, c'est qu'on ne s'autorise plus, nous, à leur proposer des choses qu'eux ne nous ont pas proposées. Mais si, il faut s'autoriser. Parce que les gens, ils n'ont pas forcément connaissance de toutes les expériences. C'est pour ça qu'il faut mutualiser entre nous, au sein des réseaux. Il faut témoigner, il faut que ceux qui ont fait quelque chose là aillent expliquer ailleurs ce qu'ils ont fait. Parce que ça donne des idées aux autres. Ça donne des idées aux autres. Écouter les gens et respecter les gens, c'est pas renoncer
à leur faire des propositions et à leur faire rencontrer des gens qui ont d'autres choses à leur proposer que ce qu'eux-mêmes ont inventé. Au contraire, c'est les respecter, proposer. J'insiste parce qu'il y a parfois dans les méthodologies éducatives au plan territorial cette idée que ce ne serait pas respecter les gens que de les pousser à faire des trucs. Mais attendez, les gens, avant de savoir le plaisir qu'ils trouvent à quelque chose, s'ils n'ont jamais fait cette chose, ils ne risquent pas de vouloir faire cette chose. Hein? Comment voulez-vous que les gens savent qu'il y a plus de plaisir à passer une soirée à peindre ensemble dans un atelier, toutes générations confondues, qu'à regarder Hanouna? Comment ils peuvent savoir qu'il y a plus de plaisir à se retrouver dans un lieu pour faire de la peinture qu'à regarder une bêtise à la télévision? S'ils ne l'ont jamais fait, ils ne peuvent pas savoir qu'il y a plus de plaisir là qu'autre chose. Donc il faut se donner l'autorisation et proposer. Je regarde l'heure, donc je conclus en disant, j'étais très sensible à une question qui a été posée tout à l'heure, alors je ne sais plus trop par qui, je crois que c'est par vous, sur l'évaluation. C'est vous qui avez posé cette question. Hein. Moi, je suis à la fois très convaincu de la nécessité d'évaluer et en même temps très critique sur la plupart des évaluations qui sont faites des projets éducatifs locaux. Je pense que si on pense l'évaluation à la fin, en général, c'est formel. Je pense qu'une vraie évaluation, elle se pense au début. Elle se pense au début en se posant une question toute simple. Et les gens qui élaborent se posent la question, à quels indicateurs saurons-nous que nous avons réussi? À quels indicateurs saurons-nous que nous avons réussi? Et moi, je suis favorable à ce que ce soit les acteurs qui décident de leurs indicateurs eux-mêmes, qui disent, nous pensons que notre projet sera réussi si on a triplé le nombre de livres qui sortent de la médiathèque, si il n'y a plus de gamins qui restent isolés, si on a réussi pendant les vacances de Toussaint à faire des ACM qui réunissent ça, si les personnes âgées, si les commerçants, on prévoit des accueils pour les enfants, etc. Si on se donne des « j'aurais réussi si ». Ce ne sont pas des critères. Les critères, ça c'est les administrations qui vous l'imposent pour évaluer votre PEL. On se donne nous-mêmes nos propres indicateurs. On se dit « j'aurais réussi si ». Et ça, c'est une liberté extraordinaire. Hein. Et c'est formidablement dynamique. Parce que si dès le début on se dit ensemble, nous aurons réussi si, d'abord ça nous permet d'être beaucoup plus au clair sur nos finalités, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, et ça nous permet d'avoir un guide pour l'action. Et ce guide, il va nous habiter et il va être progressivement partagé. Et si on a l'audace, et je connais des gens qui ont eu cette audace de dire, citoyens, nous avons un projet et nous aurons réussi ce projet si, et vous pourrez le voir, ou nous pourrons le voir, et nous pourrons voir si oui ou non nous avons réussi. Peut-être que nous n'aurons pas réussi. Si vous n'avez pas participé, on ne va pas non plus venir vous plaindre. Bon. Faire ça, c'est être authentiquement démocratique. Hein. Parce que c'est donner aux gens la possibilité d'exercer leur devoir de citoyen. Voilà, je vais m'arrêter là. Encore une fois, peut-être vous ai-je déçu parce que je ne suis pas rentré dans la cuisine. Dieu sait que j'aime la cuisine et je suis gourmand, donc je ne dirai pas de mal de la cuisine. Hein. Mais je ne suis pas rentré dans la cuisine au sens technique du terme. Mais je pense que cette cuisine, aussi essentielle soit-elle, et avec tout le plaisir qu'on a, et on a eu un exemple, pas seulement d'une cuisine, mais il y avait la cuisine, la salle à manger, le salon, il y avait tout dans ce qui nous a été présenté tout à l'heure. Je ne suis pas rentré dans la technique, mais je pense que c'est utile de se redire pour qui on roule, pourquoi on roule, quelles sont nos priorités, quels sont nos angles d'attaque,
quelles sont nos véritables ambitions communes. Et à partir de là, on va aller chercher les dispositifs, on va aller chercher les méthodes. Et ça, on les trouve toujours. On les trouve toujours. Voilà, je m'arrête là, je vous remercie de votre attention et je te repasse la parole. Merci Philippe. C'est bien quand on anime un débat équilibré, c'est qu'on a besoin que d'une question, vous avez vu, et on a tout un ensemble de choses intéressantes. Et qui nous redonne du sens et qui nous nourrit aussi, et c'est bien aussi de pouvoir prendre un peu de hauteur et d'aller sur les ambitions éducatives. Alors je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, on peut faire des réactions, des petit objections. Temps, voilà, ouais, un petit temps d'échange. Plutôt des réactions positives ou négatives. Vous avez le droit d'être révolté, même. Mais là, il y a la fatigue de la journée, l'hypoglycémie. Pourtant, on vous a donné un peu de sucré là-haut avant de descendre. Oui, madame. Donc bonsoir, moi je suis Céline, je suis coordinatrice de projet jeunesse au Franca du Calvados. Et en fait, je voulais juste vous remercier parce que vous valorisez notre travail en fait dans l'animation. Parce que je pense qu'on est un peu dévalorisé, enfin on ne se sent pas reconnu dans notre métier. Et voilà, moi je voulais juste vous dire merci parce que vous nous mettez dans sur le même piédestal que l'éducation, enfin les instituteurs, le corps enseignant, les élus, et voilà. Donc, ça a été très nourrissant pour moi. Je repars avec plein de projets et un peu envie de révolutionner beaucoup de choses sur l'éducation populaire. Merci en tout cas. Mais vous savez, c'est la grande tradition de la République que je viens de vous dire. C'est la grande tradition de la République, Jean Zay. C'est la grande tradition, cette convergence et cette importance. Jean Zay disait, on avance sur deux pieds, l'éducation nationale et l'éducation populaire. Et quand Jean Zay arbitre, à un moment, Jean Zay, il y a des gens qui disent qu'il faut intégrer complètement l'éducation populaire dans l'éducation nationale. Et Jean Zay refuse. Il dit, l'éducation populaire est un service public, mais ça n'est pas un service d'État. Et c'est très important de voir la différence. Un service public au sens où elle remplit des missions de service public, d'intérêt collectif, mais Jean Zay dit, ça ne peut pas être un service d'État. L'État, il a un rôle institutionnel de garant des finalités, d'organisation du système scolaire, mais l'éducation populaire a sa spécificité, a sa portée, a sa valeur, et il n'y a pas de hiérarchie entre les deux. Les deux sont essentiels, il disait toujours, marchons sur deux jambes. Marchons sur deux jambes. Éducation nationale et éducation populaire. Oui. Alors, là, vous êtes fatigué. Hein. Oui. Merci, 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 vous nous sauvez. Ouais, c'est bon. Je me demandais si... Ok, ça marche. Je me demandais si... il y a... récemment, on a été ravalé un peu par l'éducation nationale. Enfin, ravaler, ça dépend, c'est pas de ravalement. C'est réavaler. Réavaler, ouais. Je me demandais si, à un moment donné, le fait d'être institutionnalisé, ça allait pas créer quelque chose justement de différent. Et si on n'allait pas rentrer dans une confusion entre éducation nationale et éducation populaire sur le long terme, justement. Moi, je pense que rien n'est fatal de ce côté-là. Jean Zay avait la responsabilité dans son ministère de l'éducation nationale, de l'éducation populaire, de la jeunesse et sport, de la culture et des beaux-arts. Il avait tout ça. Il avait un espèce de grand ministère de l'intelligence, entre guillemets. Et il avait une confiance extraordinaire dans les acteurs. Et donc, la question, c'est celle de la confiance dans les acteurs. Si on a
un ministère qui fonctionne sur le registre de la caporalisation des acteurs, bien évidemment qu'il faut craindre d'être réavalé. Mais s'il y en a un ministère qui fonctionne sur la confiance dans les acteurs et la valorisation des acteurs, je pense que la synergie entre l'éducation nationale et l'éducation populaire peut y gagner. Donc rien n'est joué, on verra bien ce que ça va donner, mais en tout cas, il n'est pas dit que l'éducation populaire va perdre la partie en étant réintégrée dans le giron de l'éducation nationale. Moi je crois qu'au contraire, si par exemple, je le dis pour avoir été moi-même aux manettes dans un certain nombre de domaines, si par exemple l'éducation populaire est reconnue un peu plus dans son rôle dans la formation des enseignants et dans le cadre des INSPE, si elle est reconnue un peu plus dans l'accompagnement et la formation continue des cadres, si elle est reconnue un peu plus dans un certain nombre d'enjeux forts comme la formation à la démocratie, aux valeurs de la République, etc. Je pense qu'elle a tout à gagner à travailler en synergie avec l'éducation nationale, tout en gardant évidemment sa spécificité et avec l'idée Jean-Zé avait arbitré là-dessus, que dans l'éducation populaire, on n'est pas fonctionnaire de l'éducation nationale. C'est une autre... On est un service public, mais on n'est pas un service d'État. C'est ce qu'il disait. Bon, il faut jouer notre partie là-dessus. Rien n'est gagné, rien n'est perdu. Moi, je dirais. On va voir dans comment les choses vont se jouer, mais je pense même, je vais vous dire quelque chose, mais je suis sûr que les gens de l'éducation nationale ne vont pas m'en vouloir de le dire. Pour avoir beaucoup côtoyé l'éducation nationale, mais aussi Jeunesse et Sport, à l'époque où Jeunesse et Sport était autonome, entre guillemets, je crois que Jeunesse et Sport a des choses à apporter à l'éducation nationale. Y compris dans la gestion, l'administration, il y a des sensibilités, il y a des choses. De la même manière que je dirais, mais là c'est pas le cas encore, les lycées agricoles ont des choses à apporter au lycée public. Parce qu'il s'y passe des choses tout à fait intéressantes qui peuvent contribuer à irriguer les lycées de l'éducation nationale. Je crois que l'éducation populaire et Jeunesse et Sport, moi j'ai bien connu l'époque des instructeurs, des Jeunesse et Sport, tout ça, il y a une vraie sensibilité, une vraie générosité, de vraies compétences. Et que... je verrais très bien, pour ma part, que des responsables de l'éducation populaire, via Jeunesse et Sport, soient intégrés dans la formation, par exemple, des CPE. Parce que on sait bien que dans l'éducation populaire, on a appris, on sait gérer des situations conflictuelles mieux que dans l'éducation nationale. Pourquoi les profs de PS sont en général dans l'éducation nationale plus à l'aise avec des classes difficiles que les autres disciplines? C'est parce qu'ils ont été dans l'éducation populaire, ils ont été dans des associations sportives, ils ont été sur le terrain, ils ont été avec des gamins difficiles et qu'ils ont eu affaire à ces situations-là. Donc oui, l'éducation populaire et Jeunesse et Sport ont à apporter des choses à l'éducation nationale et vice-versa. Bon, alors Didier, je rends le micro. Je ne sais pas si vous aviez des dernières interventions. Si. Oui. La question des ambitions éducatives de notre société était au cœur de votre intervention, Monsieur Mérieux. Et la question des finalités. Je ne suis pas sûr aujourd'hui que le thème de l'éducation et donc des ambitions et des finalités fasse partie des priorités de l'ensemble de la société française. Je ne suis pas sûr que la société ait très envie de débattre publiquement. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un certain nombre d'enjeux sur lesquels, malgré les contradictions, malgré les conflits d'intérêts, malgré les désaccords,
on accepte qu'il soit sur la table, la question de la transition énergétique, de la transition écologique, la question, comment dire, des inégalités sociales, dans une certaine mesure aussi quand même, ça reste sur le débat, la question... mais je ne suis pas sûr que la question de l'ambition éducative d'un pays comme la France aujourd'hui soit au cœur des préoccupations dominantes dans les partis politiques, au Sénat, à l'Assemblée nationale, et je ne suis pas sûr non plus que ce soit une priorité dans les communes, villes et intercommunalités. Je crains que, à mon avis, cette question-là, pour des mouvements d'éducation comme les nôtres, c'est sûr, je pense que s'il faut faire remonter ce dossier-là comme un dossier prioritaire dans le contrat social, et que c'est vrai que dans le cadre d'un projet éducatif local, on est amené autour de la table à débattre d'un certain nombre de finalités et aussi, à l'étage en dessous, d'objectifs éducatifs prioritaires. Pour autant, et là il y a du dissensus, ça apparaît, même quand ce dissensus renvoie à un quant à soi, on fait semblant d'être d'accord, et puis derrière, on continue à entretenir les mêmes pratiques, ça arrive aussi dans le cadre des PEL. Mais au moins là, il y a la volonté politique d'une collectivité, par exemple, de mettre le chantier éducatif au centre de sa politique et de ses préoccupations. Je ne suis pas sûr, et notamment depuis 5-6 ans, que cette ambition éducative et cette question des finalités éducatives soient encore au cœur du débat sociétal et du débat sur l'évolution du contrat social français. Probablement un gros travail à faire sur ce sujet. Oui, alors d'abord, vous avez tout à fait raison, d'abord parce qu'il y a une confusion dans l'esprit de la quasi-totalité des Français entre éducatif et scolaire. Voilà. Cette confusion est très préjudiciable. Quand on vous parle de l'éducation, la rubrique éducation dans je ne sais trop quel journal ou dans quel truc télévisé, c'est du scolaire. L'éducation, c'est réduit à l'école. Voilà. Alors qu'on sait très bien l'importance de l'éducation familiale aujourd'hui, qu'elle est absolument déterminante. On sait très bien l'importance de l'éducation populaire, on sait très bien l'importance de toute la partie tiers-lieu. Hein. D'ailleurs, vous le disiez tout à l'heure, mais globalement, on va dire les gens aisés et qui ont un niveau intellectuel important et un niveau social reconnu, il n'y a pas de problème pour leurs enfants. Ils les envoient au judo, aux échecs, au théâtre, à ceci, à cela. Ils les envoient. C'est payant. C'est pas grave, ils ont les moyens. Et ils savent, eux, à quel point c'est nécessaire pour leurs enfants. Parce que si vous allez dans des quartiers favorisés, vous verrez les activités pour les gamins le mercredi, le samedi et le dimanche, il y en a plein, hein. Payants très souvent, mais il y en a plein, des quantités pas possibles. Eux, ils savent que c'est important pour leurs enfants. Le problème, c'est l'injustice. Parce que entre ceux qui savent que c'est important et qui ont les moyens de payer des activités de ce type, et ceux qui ne savent pas que c'est important et qui en même temps n'ont pas les moyens de payer des activités de ce type, l'écart s'accroît. L'écart s'accroît. Et croyez-moi, je ne peux pas vous donner trop de statistiques, pas vous faire crouler sous les données, mais enfin, globalement, on estime que l'usage de l'écran à l'arrivée en CP peut représenter un delta de 2 à 3 ans d'année scolaire à l'arrivée en CP. C'est-à-dire, selon l'usage en famille qu'on a eu des écrans, le gamin, il arrive avec 3 années d'avance ou avec 3 années de retard. Un delta de 3 années, selon l'usage familial des écrans. Vous vous rendez compte ce que ça représente comme injustice, ça? Entre les parents qui ont le temps de faire quelque chose, de faire des recettes de cuisine, de faire des trucs, et puis ceux qui n'ont pas le temps, ou n'ont pas le courage, ou n'ont pas l'énergie, voilà, et que je ne veux pas culpabiliser, mais de fait, l'écart est énorme. L'écart est énorme. Et donc cet écart-là, si on veut le combler, on ne le comblera que par
le fait de développer l'éducation populaire, de développer les projets éducatifs locaux, de développer les activités dans les tiers-lieux, d'aller chercher les gens et pas se contenter simplement de leur proposer, parce que c'est un grand enjeu des projets éducatifs locaux, ça. Nous savons aujourd'hui que la politique de l'offre, ça ne marche pas en termes culturels et en termes d'activité. Ça ne marche pas. Moi, je me suis occupé d'une région, j'ai été vice-président d'une région dans ma vie, et j'avais fait faire des statistiques sur le théâtre, le spectacle vivant. On avait multiplié par 4 en 6 ans le nombre de places de spectacle vivant. Et tout le monde disait, il y a 4 fois plus de gens qui y vont. On a fait faire une enquête, il n'y avait pas 4 fois plus de gens qui y allaient. C'était les mêmes qui y allaient 4 fois plus. Hein, voilà. Et donc, cette politique de l'offre, elle fonctionne pour donner parfois toujours plus à ceux qui en veulent toujours plus, et c'est bien. Mais pour d'autres, il faut aller les chercher, quoi. Il faut créer la demande. Faut y aller, il faut aller au-devant d'eux. Et ça, c'est un vrai travail. Alors, je dis ça, c'est latéral. Mais pour dire l'éducation familiale, c'est fondamental. L'éducation par les médias, c'est fondamental, etc. Peut-être pouvons-nous nous poser la question pourquoi les débats éducatifs ne sont pas posés sur la place publique, parce que ça nous remettrait sacrément en question, hein, les débats éducatifs, si on les posait sur la place publique. Hein. Ça nous remettrait sacrément en question. Hein. Ça voudrait dire qu'il y a des tas de choses sur lesquelles il faudrait préférer l'éducation de nos enfants au confort des adultes. Hein. Il y en a un paquet de choses. Hein. Moi, j'ai plaidé auprès de 3 ministres de l'Éducation nationale une mesure très simple. J'avais été chargé une année de travailler sur les problèmes de l'acquisition des langues étrangères. On avait étudié tout, donc vous savez qu'on a tout essayé en France, rien n'a marché dans ce domaine-là. Bon, on est toujours aussi nul en langue, pratiquement. Faut espérer que ça va changer. Mais moi, j'avais fait une proposition avec un groupe, une fois, que j'ai proposé à 3 ministres, de bords politiques différents. C'est pour vous dire que ce n'est pas lié au bord politique. J'étais allé voir aux Pays-Bas, et aux Pays-Bas, ils avaient cherché comment améliorer la maîtrise des langues étrangères, et ils ont proposé quelque chose de très simple. Les Pays-Bas interdisent tout simplement le doublage des émissions de télévision, quelles qu'elles soient. Donc toutes les émissions de télévision étrangères sont projetées en version originale sous-titrée. Toutes, sans aucune exception. C'est ce qui fait que, globalement, à peu près tous les petits Hollandais, eh bien, ils savent parfaitement parler anglais à 6 ans, et qu'ils savent, qui plus est, lire leur langue maternelle. Moi, j'avais dit des choses au ministre toutes bêtes. Je lui ai dit, vous allez voir le CSA, puis vous lui dites, vous nous mettez à des heures de grande écoute sur des émissions globales, des VO. Les gamins, ils entendront la langue étrangère, et en plus, vous ferez quand même attention qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe dans les sous-titres, vous nous mettrez des sous-titres, parce que le gamin, en lisant les sous-titres en bas, il apprendra à lire, et il apprendra l'orthographe. Bon. Et la réponse a toujours été la même. Mais les Français n'accepteront jamais qu'on sacrifie le confort de leur soirée télévisée à l'éducation de leurs enfants. Ils sont fatigués, ils n'ont pas envie de voir des sous-titrages, ils veulent de la version française. Donc voilà, ça peut paraître anecdotique, débile, mais si on voulait vraiment ne pas sacrifier l'éducation de nos enfants, il y a des choses basiques à faire. Enfin, interdire la pub dans les émissions pour enfants, par exemple. C'est quand même un minimum. La quasi-totalité des pays européens ont interdit la publicité pendant les émissions pour enfants, avant et après, un quart d'heure, 10 minutes, une demi-heure, peu importe. On l'a pas fait. Non. Donc, si on posait ces questions, qui sont des questions sociétales, et pas simplement des questions, ça ferait mal. Y compris, ça ferait mal pour un certain nombre de parents. Moi, je travaille beaucoup avec des enseignants qui me disent, moi, j'y arrive pas. Je peux pas faire réussir en maths un gamin qu'on laisse jusqu'à 2 h du matin devant une tablette. C'est pas possible. Donc il faut que les parents balayent devant leur porte. Et qu'ils ne viennent pas me dire en permanence vous faites mal votre boulot. Mais ces questions-là, vous les entendez jamais dans le débat public. Jamais. L'éducation en France se réduit à l'école,
à l'organisation scolaire même, à l'organisation scolaire, et un peu au développement personnel versus psycho. Quoi. Vous savez, là, le développement personnel, le truc un peu ésotérique, avec un peu de tisane, un peu de yoga, un peu d'écologie, un peu de machin, là, je maigris donc je suis, soigner le yoga par le stress, non pardon, soigner le stress par le yoga. Moi je suis plutôt pour soigner le yoga par le stress d'ailleurs. Voilà. Et ça se réduit à ça l'éducation en France. Donc je pense que non seulement vous avez raison, mais c'est un enjeu majeur de faire de l'éducation un débat de société. Un débat de société à la hauteur des autres débats de société. Aussi, le micro s'est coupé, ça signifie qu'il faut qu'on s'arrête. Donc c'est très bien. Donc c'est très bien, ils avaient programmé le micro. Bravo. Il y en a un deuxième. Non, non, c'est bon. C'est un signal que je commençais à délirer. Bien. Écoutez, je crois qu'on arrive justement à la fin de cette soirée. On voudrait déjà vous remercier d'avoir participé toute cette journée pour certains d'entre vous, et puis d'être restés aussi ce soir. On voudrait remercier aussi, bien sûr, nos partenaires institutionnels. Donc la SDGS, merci Madame Ladazel d'être venue ce soir en notre compagnie, le conseil départemental, la MSA et la CAF du Calvados, et puis aussi tous nos collègues des mouvements, donc la Ligue de l'enseignement, les Francas, l'UFCV et donc les CME. Donc merci Philippe aussi d'avoir bien accepté notre invitation. Merci de votre accueil. Bon courage pour la suite, hein, parce que il en faut. Alors je crois que de toute façon, tout ce qui est le résultat un peu des travaux, de ce qu'il y a eu cet après-midi, etc., vous sera envoyé soit par mail, ou alors vous pourrez aller le chercher sur notre site internet. Hein, vous savez aussi que là, pour les réseaux et le territoire ESM, vous avez des sites internet, vous pouvez vous inscrire aux différentes propositions qu'on fait, vous pouvez aller chercher des ressources, n'hésitez pas à y aller. Effectivement, le compte-rendu de la journée sera sur le site, donc vous avez l'adresse en bas du roll-up qui se trouve ici. Si votre adresse mail n'était pas notée sur la fiche d'émargement, vous pouvez toujours le faire. Et les prochains temps à venir, donc il y a le parcours petite enfance qui reprend le 3 mars, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Il reste des pochettes comme celle-ci disponible à l'accueil et un prochain temps aussi du réseau territoire sur l'agglo de Lisieux. Voilà. Merci de votre participation. Bonsoir. Merci.